Bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à l'Intermédiaire, podcast d'échecs. Ici William Savard et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir deux invités de marque. Il s'agit du maître international Vincent Collin et d'une dame, Nolwenn Lequéré, qui a déposé un mémoire tout frais, tout chaud, tout récemment en sciences de l'éducation. Alors aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus, mais tout d'abord, j'aimerais vous parler d'une collaboration que j'ai eue avec Nella, qui est l'administratrice et la propriétaire de la page Facebook Chess Échecs Montréal. Alors, je peux comprendre que pour mes auditoires français, c'est un peu que c'est très géolocalisé dans le coin de Montréal, effectivement, mais ça peut être très bénéfique pour vous, car lorsque vous venez en Amérique du Nord, que vous venez au Québec, vous pouvez savoir quelle activité qu'il y a dans la grande région métropolitaine de Montréal. Chess Échecs Montréal, je suis en collaboration avec eux autres parce qu'ils permettent de diffuser la passion que j'ai pour les échecs comme eux autres. On n'est pas commandité, on se donne pas de sous, on est simplement en collaboration. Alors, c'est vraiment pour diffuser la passion qu'on a des échecs. C'est le point commun que l'Intermédiaire podcast d'échecs et Chess Échecs Montréal ont ensemble. Alors, on va débuter tout de suite avec l'entrevue. Vincent, Nolwenn, comment allez-vous? Très bien. Pareil, plutôt bien. Ben, je suis vraiment content de vous recevoir parce qu'on sort un peu en dehors des sentiers battus avec l'entrevue parce que j'ai énormément d'épisodes où on parle de concepts éducatifs et de votre histoire et tout ça, mais c'est sûr qu'aujourd'hui on va parler un peu de votre histoire. Alors j'aimerais ça que vous me parliez un peu quel genre de place que les échecs ont dans votre vie pour l'instant. Moi, c'est devenu une dynamique principale assez rapidement. Alors, j'étais pas hyper à l'aise dans le système scolaire classique. Bon, à partir de l'âge de 15 ans, j'avais fortement envie d'arrêter. J'ai attendu mes 18 ans. Et à ce moment-là, je me suis mis à vivre ma passion, on va dire, en tant que joueur. Et puis maintenant, ce faisant, en tant qu'entraîneur. Donc, tu as monté jusqu'au rang de maître international. Pourquoi? Oui. Qu'est-ce que ce genre de titre veut dire pour toi? C'est tout de même un titre honorifique et qui a permis d'être invité également pour faire des tournois. Une reconnaissance également de la population échiquienne, qui fait qu'on est plus quand même sollicité pour entraîner, bêtement en fait. Nolwenn, j'ai reçu des grands maîtres, des super grands maîtres, mais vous, les échecs, dans votre vie, il y a une place différente d'après ce que je peux comprendre. Oui. Est-ce que vous êtes une joueuse de renom aux échecs? Est-ce que vous êtes une amatrice? Quelle place occupent les échecs pour vous en ce moment? Alors, jusqu'à l'année dernière, vraiment pas de place. Je sais jouer aux échecs, je connais les règles, mais ça m'avait jamais vraiment intéressée. Et en fait, alors mon fils a commencé les échecs l'année dernière. Et du coup, j'ai rencontré Vincent, qui était le président de son club, là où était mon fils, et ils avaient un super projet dans ce club-là, c'était de rendre les échecs accessibles pour les ados des quartiers, donc des ados plus défavorisés. Et ça m'a vraiment intéressée. Et donc, j'ai commencé à me pencher là-dessus et à réfléchir un peu à ce que ça pouvait apporter les échecs à des adolescents. Et puis, j'ai commencé à pas mal fréquenter Vincent, en fait, qui a quand même plein de choses à raconter sur les échecs, sur le côté technique. Alors là, j'y comprends rien. Mais aussi sur ce monde-là. C'est quand même un regard un peu particulier sur le monde, quand même. Et puis oui, il a une façon de transmettre ça qui est intéressante. Et il y a aussi, pour quelqu'un qui connaît pas les échecs, le côté un peu magique. Par exemple, de le voir jouer une partie simultanée, je trouve ça juste trop incroyable, en fait. Donc c'est le côté un peu découverte de mon côté des échecs, mais aussi envie de comprendre à quoi ça mène. Et pour l'instant, ça vous a mené jusqu'à où? Alors, j'ai trouvé. On commence avec la grosse question en partant. La grosse question, c'est que c'est un jeu qui peut être un super bon support au développement identitaire des adolescents, en fait. Ça peut être un gros point d'accroche, vraiment, pour plein de dimensions. Enfin, on pourra en reparler plus tard. Mais en tout cas, il y a quelque chose, notamment, les deux choses vraiment importantes, c'est dans le rapport à l'autre. Ça c'est quelque chose de fondamental aux échecs. Bon, on peut pas jouer tout seul,
Mais l'autre, il a une place hyper particulière. Il est à la fois adversaire et partenaire. Et des fois, il est adversaire et partenaire en même temps. Des fois, il est partenaire, puis adversaire, puis repartenaire. Il y a quelque chose, en tout cas, d'une altérité très spécifique. Et puis, pour les adolescents que j'ai interviewés, à partir du moment où quelqu'un d'autre est joueur d'échecs, ils pensent qu'ils peuvent être amis. En fait, il y a quelque chose d'une amitié comme ça qui serait possible a priori parce qu'on joue aux échecs. Et puis, l'autre dimension aussi qui est intéressante, c'est la communauté, avec ses rites très spécifiques. Enfin, quand on connaît pas les échecs, on arrive dans un tournoi, il y a quelque chose d'une messe, enfin vraiment une cérémonie un peu religieuse. Alors avec tous les petits rituels indiqués par l'arbitre, et puis on se serre la main, on appuie sur la pendule, on attend, c'est hyper silencieux, et en même temps tout le monde semble s'accepter à minima. Enfin, il faut pas appartenir à une classe sociale spécifique pour jouer aux échecs, il faut simplement savoir jouer. Et ça, je trouve ça incroyable en fait. Voilà. Et on peut jouer aussi tous les âges mélangés. Ça aussi, je trouve ça bien. Alors, l'autre truc, c'est qu'il y a quand même pas beaucoup de filles. Ça, c'est le point un peu plus négatif. La place des filles, je trouve qu'elle reste à questionner quand même aux échecs. Mais effectivement, si on concerne la place des femmes et des filles aux échecs, je trouve qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus. Mais comme tout sport qui est plus traditionnel et plus ancien, malheureusement, c'était les hommes qui dominaient cette activité-là, ou les sports aussi, les hommes ont dominé parce que les femmes avaient des droits plus que discutables pour ceux qui avaient des droits, effectivement. Mais non, c'est un travail que j'essaye de mettre l'épaule à la roue, là, de contribuer, là, d'inciter plus de femmes à jouer aux échecs. En fait, mon podcast s'adresse vraiment à tout le monde et j'aimerais ça que vraiment tout le monde puisse l'écouter ou en bénéficier. Vincent? Dernièrement, avant qu'on débute l'entrevue, il y a quelques semaines, tu m'as parlé d'une initiative que tu as débutée, qui est beaucoup plus urbaine, avec une touche même médiévale. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu? Ben oui, effectivement. Alors, techniquement parlant, ça s'appelle Night Clover. Alors, mieux vaut mettre un K, sinon on tombe pas sur les mêmes genres de sites. Nightclovers.com, j'incite les gens à aller voir. Et du coup, en fait, on s'est dit que les échecs, moi, c'est une passion que j'aime bien transmettre. Et il y a un public qui aime bien jouer, notamment sur Internet, choses comme ça, mais qui font pas la démarche de pousser la porte du club. Donc du coup, on crée une sorte d'arène où il y a des combattants qui viennent combattre. Et à leur guise d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on peut venir faire une partie, deux parties, où on jouait énormément pour essayer de devenir roi du bar, parce que finalement ces tavernes, ce sont des bars où on propose des animations sur 3 heures de jeu, et là il y a des gens qui viennent se rencontrer, et il y a une ambiance également un peu de compétition pour celui qui a envie de jouer et gagner, comme on aime bien à ce jeu-là, et également de discussion et d'inter-échange entre les gens. Pour l'instant, Night Clover, ça s'étend à quel niveau et c'est quoi vos projets vis-à-vis Night Clover? Pour l'instant, on a fait 2 éditions sur Nantes, c'est-à-dire que là, on est au mois de septembre, et on a 4 dates en prévisionnel qui vont être proposées, et l'idée, c'est de le faire toute l'année, et possiblement sur un plan national, si les gens sont intéressés par le concept. Et cette idée-là est apparue comment exactement? C'est vraiment un concours de circonstances, on va dire. Étant président de club, j'avais reçu un email, j'ai répondu 1 mois plus tard. On s'est vu, et moi j'étais avec un ami joueur d'échecs, lui avec un de ses amis, on s'est dit à 4 on fait quoi? On a fait un main-cerveau. Le principe c'est que le cerveau donne la pièce à jouer et la main joue la pièce qui est donnée, dite. Après cette rencontre, on a fait un tournoi dans un bar de main-cerveau, où on a eu le grand plaisir de pouvoir accueillir Maxime Lagarde, champion de France, d'autres titrés, et on tirait au chapeau un fort, un faible, et on a trouvé que c'était un moment super sympathique et d'échange, et on s'est dit il y a quelque chose à faire, donc on va se lancer dans les arènes. C'est-à-dire que les gens peuvent venir jouer, et d'ailleurs si après ils aiment bien les lieux et se rencontrent, ils peuvent continuer à se rencontrer, à rejouer ensemble. Et les formats
de ces parties-là? Est-ce que c'est des blitz rapides, des parties lentes, format En classique? fait, les gens peuvent jouer un petit peu leur rythme, mais on propose 10 minutes chacun. On s'est dit que c'était un format un peu court peut-être pour certains, mais bon, qui permettait d'en faire plusieurs. OK, fantastique. Et à quel point ça va s'étendre? Là, vous avez 4 dates de prévues pour l'instant. Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'intérêt? Oui, clairement. Là, est-ce que c'est juste dans un bar ou dans plusieurs bars, ou est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup d'intérêt? Non, on essaye de toucher le maximum de bars possible, et l'idée c'est de faire ça dans la ville de Nantes là cette année, et à la fin de proposer certainement quelque chose pour les champions de bar, faire une rencontre entre tout le monde dans un cadre particulier. Mais il y a déjà plusieurs bars. Il y a déjà plusieurs bars en fait. À chaque animation que l'on fait là, on va en avoir fait 6 à la fin du mois, on va dire. Et okay. Ce sera dans 6 bars, c'était dans 6 bars différents. Des bars atypiques si possible. Donc c'est parfait, ça commence déjà à prendre de l'expansion. Et si on veut rejoindre cette initiative-là qui me semble plus que plaisante, là, c'est à quel endroit qu'on peut s'informer? Eh bien, d'aller sur le site nightclubbers.com, et je pense que toutes les questions sont... Ouais, avec un cas, exactement. Et du coup, là, je pense que envoyer juste une question, il y aura une réponse. Je dois l'avoir, l'orthographe. Ouais, bah c'est Night en anglais, Clubbers, clubbers.com. Enfin, je vais mettre le lien en description du podcast. Pardonnez-moi encore l'anglicisme. Ah ben ça va être à l'envers, donc on ne voit rien, c'est ça? Non, on voit très bien. Ah. La première règle du nightclub, c'est de parler du nightclub. La petite référence à Fight Club est incroyable. J'adore la référence à Fight Club. Lien pour pouvoir demander des informations du site ou de la page. Ah, je sais pas. Non, mais un QR code. Je sais pas si ça fait bien en podcast. Parce que oui, on est rendu sur YouTube maintenant. Mais je vais mettre le lien là, plus précisément dans les footnotes là, du podcast là, en bas de page. Donc, vous n'allez pas besoin de le retenir par cœur. Donc, pour ceux qui ont peur d'oublier le cas, juste à cliquer sur le lien. On l'envoie juste à la fin, le lien. Oui, vous allez pouvoir envoyer à la fin de l'entrevue là, sans problème. Là, Vincent, je vais commencer à m'adresser un peu plus à Nolwenn et son mémoire, mais sans toi, là, libre d'intervenir là, à tout coup, là, rajouter ton grain là, dans cette entrevue-là. Nolwenn, vous avez commencé à écrire ce mémoire-là. En quoi consiste là, très grossièrement ce mémoire-là? Ça consiste en 2 parties. Il y a toute une partie où ça va être l'étude du jeu et du jeu d'échecs, mais là, dans ce cas, déjà été écrit par des gens reconnus, pour essayer de comprendre ce que c'est le jeu dans la société, quelle place ça prend, de comprendre ce que c'est le jeu d'échecs, d'où ça vient, en fait, et ce que ça peut apporter à des adolescents en termes éducatifs. Ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie, et là, moi, ma question, c'est qu'il y a un philosophe que j'aime bien qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a développé un concept qui est la résonance. Donc là, je sais pas, peut-être j'explique un peu le concept ou pas. Continuez à expliquer grossièrement votre mémoire. On va revenir plus en détail après. Là. Donc voilà. Donc là, à partir du moment où j'ai réfléchi à ce que ça pouvait apporter à des adolescents, je me suis dit que ce que ça pouvait apporter, c'était justement d'établir un mode de relation au monde résonnant. Et un mode de relation au monde résonnant, c'est quelque chose en fait qui vient un peu à contre-courant du monde dans lequel on vit, où on va toujours vite et où on est finalement aliéné à cette accélération permanente. Et là, ce serait un mode de relation qui permette de se reconnecter en fait à la fois aux autres, que les autres aussi se reconnectent à nous, et les autres, c'est le monde de façon générale. Ça permet aussi qu'il faut qu'il y ait quelque chose d'un intérêt suffisamment fort pour que ça parle. Ça veut dire que c'est quelque chose dont on dit ça vaut la peine, que ce soit suffisamment important, et aussi que ça va renforcer le sentiment de capacité de faire des choses. Et du coup, une fois que j'ai posé cette question, pour essayer d'y répondre, j'ai fait un questionnaire à destination des adolescents. J'ai aussi observé des cours d'échecs adolescents du club de Nantes, et puis j'ai interviewé assez longuement 8 jeunes adolescents, alors que des garçons, encore une fois.
entre 12 et 16 ans. Et puis voilà, j'ai pu voir qu'effectivement, le jeu d'échecs, en tout cas pour ces jeunes-là, et aussi pour ceux interviewés pendant le questionnaire et ceux du cours, eh ben, ça leur permettait de développer ce mode de relation au monde, en fait. Voilà, c'était vraiment, alors, une passion pour eux. Bon, ben, ça, on s'en doute un peu, mais pas que ça leur permet quand même de développer un rapport au monde un peu singulier, qu'ont pas forcément tous les autres jeunes, et que procurent pas forcément tous les autres sports ou jeux. De quelle façon vous avez segmenté votre étude? C'est quoi les parties de ce mémoire-là? C'est quoi ça a été quoi les étapes du processus pour l'écriture de ce mémoire-là? Les étapes, c'était déjà de trouver une question, parce que je m'intéressais au jeu d'échecs. J'étais sûre qu'il y avait quelque chose à creuser de ce côté-là, et aussi en lien avec l'adolescence. Vraiment, les étapes, ça a été de beaucoup lire au début. Enfin, je sais même pas combien de livres j'ai lu. Et d'articles autour des échecs pour essayer vraiment de mieux comprendre, parce que autant Vincent, il est super fort en échecs, il est baigné dedans depuis tout le temps, il a déjà lu plein d'ouvrages, autant moi vraiment je débarquais totalement. J'ai vu Le Jeu de la Dame, la série, comme beaucoup de monde. Oui, j'avais lu le joueur d'échecs aussi de Stefan Zweig, et puis dans 1984 aussi d'Orwell, il y a beaucoup les échecs. Mais voilà, c'était mes seules références, autant dire que je partais de loin. Donc j'ai beaucoup lu pour essayer de maîtriser un peu mon sujet, et une fois que j'ai compris ce que pouvait générer ce jeu, là ensuite j'ai réfléchi à construire ma question et ensuite les réponses. Et le jeu d'échecs, c'est un jeu agonal particulièrement. Le jeu agonal, c'est un jeu de confrontation et de compétition. C'est quand même un jeu de guerre. Donc c'est particulier d'imaginer qu'un jeu de guerre, il peut finalement apporter un rapport plus apaisé au monde. Ça oui, finalement ça fait ça quand même. Si vous aviez été un maître international comme Vincent Colin, est-ce que ça aurait été, d'un point de vue scientifique, encore mieux pour l'étude, ou le fait d'être une joueuse débutante ou une joueuse très occasionnelle vous a permis d'apporter une distance beaucoup plus objective par rapport à l'étude? Alors, je dirais même que je suis une non-joueuse. Enfin, je joue jamais aux échecs. Par contre, j'aime bien regarder. T'as dit que tu prendrais peut-être une licence. Hein, oui, on verra. Il est en train d'essayer de me convaincre. Non, mais je répète, c'est tout. Alors, je vais tirer la couverture à mon avantage, mais je pense que ça me permettait d'avoir pas d'a priori. Le fait de pas être une joueuse d'échecs et au final de pas être encombrée de trop de représentations en fait, ni même de connaissances. Et il y a des choses, par exemple, quand j'ai observé le cours des ados, j'avais l'impression d'être dans un film japonais sans sous-titres. Et du coup, il y avait vraiment aussi une question de musique de la langue échiquéenne en fait, où en même temps ça me faisait comme une chanson, enfin il y avait ce côté-là. Et ça, je pense que si j'avais été joueuse d'échecs, j'aurais compris déjà les mots qu'ils utilisaient, et que ça m'aurait pas questionné sur les particularités de ce langage. C'est quand même une langue très spéciale, hein, la langue des échecs. Effectivement, parce que c'est doté de plusieurs mots, de plusieurs origines linguistiques, cependant, où ce qui a été joué dans le monde et quelle langue était dominante à ce moment-là, à cette époque. Oui, et puis il y a beaucoup de noms de joueurs en fait que tout le monde connaît quand on fait partie de cette communauté. Enfin, il y a vraiment des signes rassembleurs, et même la notation algébrique, c'est quand même un truc incroyable. Ça veut dire que partout dans le monde, si on connaît cette notation algébrique, on peut se comprendre entre joueurs d'échecs. Alors que, pour quelqu'un qui ne joue pas aux échecs et qui a des problèmes de repérage dans l'espace, c'est pas une langue hyper évidente. Et il y a quand même ce côté un peu fascinant d'une langue partagée, connue par tout le monde. Et à des moments quand tu parles par exemple de Caro-Kann, tout le monde voit de quoi tu parles. Oui. Pas moi. Oui. Mais et c'est cet implicite en fait que je trouve assez fascinant. Et ça, oui, je pense qu'il faut ne pas être dedans pour pouvoir le percevoir finalement. Quelle est la question de votre mémoire? Alors, la question de mon mémoire, c'est dans quelle mesure la pratique des échecs par des adolescents favorise l'instauration et la stabilisation d'axes de résonance.
Alors, je pense qu'à ce moment-là serait le moment très approprié pour parler de la résonance, pour pouvoir comprendre ce qu'on va se faire expliquer tout au long de cette entrevue. Oui. Nolwenn, qu'est-ce que la résonance? La résonance, en fait, pour Rosa, le philosophe, c'est une forme de relation. Ça veut dire que c'est pas un sentiment. Voilà, une façon d'établir une relation entre le monde et soi, et qui va associer, lui, il appelle ça affection et émotion, avec des petites flèches au milieu. L'affection, ça vient de être affecté. Comment le monde va nous toucher, en fait? Qu'est-ce que le monde va nous faire? Comment il va nous bouleverser, nous atteindre? Et émotion, c'est à l'inverse, comment nous, on va atteindre le monde en retour. Le monde, c'est les autres aussi, et le monde. Intérêt propre. Donc l'intérêt propre, c'est le sentiment que les choses en valent la peine. C'est quelque chose qui compte pour nous, une source de valeur vraiment forte. Et sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, c'est le sentiment de capacité qu'on a d'agir sur les choses. C'est aussi un concept qui a été utilisé en psychologie. Donc je relis la phrase du début parce que du coup, j'ai expliqué les mots. Donc c'est une forme de relation au monde associant affection et émotion, intérêt propre et sentiment d'efficacité personnelle, dans laquelle le sujet et le monde se touchent et se transforment mutuellement. Et en fait, je trouve ça trop beau comme concept. Et c'est ce qu'il explique, c'est la métaphore d'une corde qui vibre en fait, comme s'il y avait une corde tendue entre nous et le monde. Et quand on la touche, ça résonne. Et en physique aussi, c'est ce concept-là en fait d'une longueur d'onde où il y a deux objets qui vont être reliés. Alors là, en physique, je l'expliquerai moins bien, mais ça va faire une sorte de d'onde, mais il faut qu'il y ait un aller-retour. En fait, c'est quand même l'idée de l'aller-retour et d'une relation de deux personnes a priori, où une personne est un objet, une personne est la nature. Et pour Rosa, alors sous son contrôle, c'est ce que j'en ai compris. En tout cas, c'est une relation reliée au monde. Et lui, il explique que là, on est quand même dans une société où il y a de plus en plus justement de relations pas reliées. Et que ça, c'est l'aliénation, où on est finalement un peu chacun de notre côté et où on va pas se croiser. Je sais pas si c'était clair, pas clair. C'était clair, mais on va s'entendre que c'était énormément de contenu pour moi, qui est pas expert en sciences de l'éducation. Mais c'était quand même très intéressant, par exemple. Ça nous apporte une belle compréhension. Et la première étape de votre démarche pour répondre à cette question-là, qu'est-ce que vous avez fait ensuite après cette question-là? Alors là, après, c'est vraiment la démarche de la recherche. Donc, on doit poser des hypothèses. Donc, j'ai posé des hypothèses en reprenant chacun de ces termes. L'affection, l'émotion, l'intérêt propre et le sentiment d'efficacité personnelle. Donc, j'ai supposé que la pratique des échecs par des adolescents, ça va permettre l'affection et l'émotion, etc. pour les autres. Et ensuite, pour chacune de ces dimensions, j'ai établi des indicateurs que j'ai voulu aller vérifier. Donc, par exemple, pour l'affection et l'émotion, ce qui m'intéressait, c'était la prise en compte de l'altérité et de l'adversité, le rapport au temps, parce qu'il y a un temps très particulier aux échecs. Il y a même plusieurs temps. Entre le temps. Il y a deux concepts de temps aux échecs. Oui. Donc, il y a le temps en l'heure et le temps en termes de coût. Oui. Et puis, il y en a de façon totalement différente. Et il y en a même encore d'autres parce qu'il y a le temps linéaire, là, justement, en termes de coût. Et puis, le temps de la pendule, à un moment, il a un côté paroxystique. Il y a des auteurs qui appellent ça comme ça, avec le Zeitnot, où c'est vraiment quelque chose de waouh. C'est le stress ultime, quoi. Donc, il y a ce côté-là. Et puis, le temps de la pendule, il va à l'inverse du temps habituel. Ça veut dire que le temps d'habitude, il passe, et là, il s'en va. En fait. Et rien que ça, en fait, ça oblige à se situer dans une double dimension. Après, il y a les différentes cadences auxquelles il faut s'adapter aussi. Et puis, quelque chose, alors que là, ça c'est moi qui trouve ça assez intéressant, c'est que le temps aux échecs, il commence quand l'autre, il décide que notre temps va commencer. Enfin, ça, c'est quand même très... Oui, c'est très particulier. Ça veut dire que l'autre, il est présent dès le début, en fait, tout le temps. Alors après, il y avait aussi, toujours sur l'affection et l'émotion, l'écoute et le dialogue, et puis l'expression d'émotions et de ressentis forts.
Alors je sais pas si je fais pour chacun des indicateurs ou si c'était juste pour comprendre la démarche. C'est sûr on n'aura pas le temps, encore une fois, de passer au travers de chaque ligne du mémoire. Donc, c'est sûr que grossièrement, vulgariser pour que l'auditeur comprenne. Et quand je dis l'auditeur, l'hôte du podcast également aussi, parce que je suis pas un scientifique. Allez-y, là, comme bon vous semble, il y a vraiment aucun problème. Là. C'est vous qui menez. Bon, donc ça, c'était pour l'affection et l'émotion. Ensuite, il y a l'intérêt propre. Et donc là, ça va être surtout le sentiment d'appartenance à une communauté que j'ai voulu aller vérifier. Est-ce qu'il existe une communauté échiquéenne et est-ce que les jeunes, ils s'y sentent investis et est-ce qu'ils se sentent y appartenir ? Il y a autre chose aussi qui m'est apparu, c'est l'importance qu'ils vont accorder à la pratique des échecs. Ça veut dire, est-ce qu'ils vont en faire vite fait ou au contraire, est-ce que ça va prendre beaucoup de place dans leur vie ? Ensuite, il y avait comment ils se représentent les forts joueurs. Alors, les forts joueurs, c'est les grands maîtres et les maîtres. Et puis, quels bénéfices ils vont en retirer pour eux-mêmes, finalement. Et enfin, il y avait le sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, c'est comment, en jouant aux échecs, ils vont se sentir capables ou pas de prendre des décisions, de réfléchir, de se concentrer, d'accepter la défaite et puis de s'adapter et de prendre en compte son adversaire. Donc ça, c'était mes indicateurs. Il fallait que j'aille vérifier ça en fait en interviewant des adolescents, en observant et en faisant des questionnaires, en faisant passer des questionnaires. Et donc... Ensuite, il y avait la phase de passation. Donc là, Vincent m'a bien aidé quand même pour les questionnaires parce que les adolescents joueurs d'échecs dans la tranche d'âge souhaitée qui participent à des tournois, ça court pas les rues pour un questionnaire quantitatif. Mis à part, pour un championnat de France, c'était parfait. Voilà. Donc Vincent m'a fait passer des questionnaires au championnat de France. Ouais, ça collait bien. Merci. Jusqu'à maintenant, Vincent, tu te sens interpellé de quelle façon vis-à-vis cette étude-là? Moi, quand j'ai lu le mémoire de Nolwenn, ça m'a beaucoup causé, parce que ça représente... moi, en fait, j'ai pas suivi beaucoup le système scolaire et certaines aptitudes, tout de même, je pouvais les sentir par rapport à ça, quoi. Et puis ça permettait de mettre un cadre par rapport aux choses qu'on peut penser dans des arguments positifs les uns comme les autres. Là, au moins, c'est cadré et suivi. Et c'est assez intéressant à lire. Ouais. Il m'a aidé quand même à relire. Alors toute la partie technique, il y a des choses qu'il a corrigées quand même. C'est dans ce langage de genre d'échec entre autres. Ouais. Même sur les choses de stratégie, de tactique, etc. Oui. C'est domaine, oui. Et puis dans toute la partie d'analyse, il y a des choses. On a beaucoup discuté en fait. Quand même, ma porte d'entrée dans le milieu échiquéen, c'est toi. Oui. Je suis content. J'ai connu bien pire porte d'entrée dans le monde échiquéen que ça. Là. On s'entend que on fait pas affaire un pied de céleri comme on peut dire au Québec. Là. C'est trop bien, je te l'aurais fait le pied de céleri. Incroyable. Dans le monde, à un moment, il y a eu une parution quand j'étais en tête du championnat de France. C'était bizarre d'ailleurs, mais bref. Et il a écrit que j'étais le plus fort de tous les poireaux. En parlant de légumes, je sais pas si ça me poursuit. Mais oui, c'est vrai qu'on en a beaucoup discuté en fait, quand même. C'est un sujet fort intéressant. Hein. On se doute des bénéfices, mais après, comment les interpréter et avoir des arguments clairs et nets pour les démontrer ou juste les dicter, quoi. On était rendu à la phase un peu concrète du coup de recherche empirique, on va dire. Donc d'aller vérifier ce que j'avais supposé, d'aller vérifier les hypothèses sur le terrain. Tu me posais la question de ce que moi j'en pensais, comment est-ce que je l'exprimais peut-être, comment je l'ai senti, je pense. Donc, vos recherches d'un point de vue empirique, comment ça s'est passé? Interagir avec les adolescents? Alors moi j'aime bien les adolescents. Je suis éducatrice à la base spécialisée de formation et j'ai beaucoup bossé avec des ados, donc c'est un public que j'aime bien. Je me sens assez à l'aise. Après, c'est vrai que je voyais quand même que c'était pas si simple que ça pour eux d'être interviewés. C'est pas d'être enregistré, c'est pas quelque chose de très naturel. Et ce qui était drôle, c'est que finalement, dès que ça commençait, au bout de 2-3 minutes,
dès qu'ils commençaient à parler des échecs, ah bah ça y est, ils étaient hyper animés. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui s'éclairait chez eux. Et du coup, à la fin, ils étaient contents d'en avoir parlé. Ils pensaient que ça allait durer 5 minutes et qu'ils avaient rien à dire. Et en fait, ils avaient plein de choses à dire. Et donc après, le gros boulot, c'était d'analyser en fait ce qu'ils avaient dit et de faire un peu des regroupements. Voilà. Mais c'est vrai que c'était plutôt chouette, et même d'observer les cours, parce que c'était les cours de Benjamin Bougichaud, je sais pas si je prononce bien. Bougichaud, voilà, qui est lui aussi maître international à Nantes. Il a accepté que j'observe ses cours. Et lui aussi, il a un côté quand même assez impressionnant, en fait. Il est hyper passionné de son truc, et de voir en fait des mômes, enfin des adolescents, mais captivés pendant 2 heures, enfin vraiment. Et même par rapport à une classe, je veux dire, ils lèvent la main. Enfin, ça n'arrive jamais à l'école qu'on lève la main pour demander la parole. Et là, ils sont tous comme ça, ils lèvent tous la main. Ils sont hyper au taquet, ils font pas de bruit. Et il y a un côté, c'est hyper rigolo et c'est hyper décalé par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Il n'y a pas un seul téléphone qui sonne. Enfin, d'ailleurs, il n'y a même pas de téléphone, ils sont rangés et éteints. Enfin, il y a quelque chose d'un peu en décalage. Et pourtant, c'est des ados ordinaires. Hein. Enfin, ils sont pas... Voilà, c'est pas des ados particuliers, c'est des ados lambda, mais quand ils sont là aux échecs, juste il se passe un truc assez incroyable. Et alors ils regardent Benjamin qui bouge sur son échiquier à toute vitesse, là, qui fait son espèce de danse ultra rapide, et qu'il les berce dans ce truc-là en fait. Et comme ça se voit qu'il est amoureux des échecs, Benjamin, et en fait il communique ça aussi aux autres. Enfin, aux jeunes. Et eux aussi, de fait, le sont. En fait, c'est beaucoup d'amour, ce truc-là. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il y a beaucoup de sentiments de ce côté-là, d'amour ou d'amitié. Mais en tout cas, il y a quelque chose de ressenti hyper fort. En tout cas, c'est ce qui ressortait des entretiens, vraiment. C'est fou ce que le passion peut apporter. Quand t'es passionné, là, tout l'espace positif que ça prend dans ton cerveau, c'est de la place que des pensées négatives ne peuvent pas occuper. Donc, c'est vraiment incroyable ce que ça peut susciter une passion. Pas nécessairement juste pour les échecs, mais les échecs dans ce cas-ci, c'est fou. Là. Je suis déjà allé faire... j'ai fait de l'improvisation dans mon jeune temps, il y a plusieurs années, et on était faire une représentation dans un spectacle, pas dans un spectacle, mais dans une école des Premières Nations, issues autochtones, montagnaises à Sept-Îles. On les salue. Le spectacle était constitué en 2 parties. Donc, et à l'entraque, on se réunit, on dit, hey, on n'observe pas nécessairement beaucoup de réactions positives. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on performe bien? Est-ce que c'est correct? T'sais? Et là, les professeurs nous rassurent en disant que si ça n'avait pas fonctionné, s'ils n'aimaient pas ça, après l'entraque, il n'y en a aucun qui serait revenu. Donc là, c'est comme, wow, OK. Donc, ça va bien, là. Et les échecs, ça peut être la même chose, parce que quand tu penses qu'à ça, que t'es motivé par ça, puis peu importe tes ambitions, si tu veux devenir grand maître ou pas, que c'est juste un hobby pour jouer avec tes amis, une réunion sociale avec tes amis, c'est juste des bénéfices que ça peut t'apporter. Oui, et puis par rapport à d'autres passions, la spécificité aussi, c'est du côté de la réflexion, parce que les échecs, c'est une réflexion infinie. Enfin, on peut jamais en fait avoir tout appréhendé, on n'aura jamais fait le tour. Et il y a ça aussi chez les jeunes. Quand tu disais tout à l'heure justement d'enlever les pensées négatives, il y en a un qui expliquait ça, qui disait que justement, lui, il n'arrivait pas à s'arrêter de penser et que c'était même des fois embêtant, et que là, justement, il pensait aux échecs. Ça arrêtait les autres pensées négatives et que du coup, ils se sentaient bien. Et ça va aussi avec le temps qu'ils y consacrent. Enfin, c'est incroyable en fait. Parce qu'il faut se discipliner un petit peu pour progresser. Oui. Et non, puis, c'est sûr que la discipline est de mise. Ma prochaine question, c'est... Je vais faire une grosse parenthèse pour une question relativement simple. Il y avait le psychologue Freud, que lui fait évoluer là, énormément le monde de la psychologie. Il y a beaucoup de monde qui le connaît aujourd'hui. Lui, il a pratiqué ses théories sur des femmes riches, blanches, de Vienne, dans ce temps-là. Mais il y a plusieurs théories qui se sont beaucoup plus universalisées. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais ça a quand même révolutionné le monde de la psychologie. Vous avez fait des études qu'avec des adolescents masculins. Est-ce que vous pensez que ça peut s'appliquer également
vers les adolescentes aussi. Oui, je pense que oui. À la base, alors il y avait une adolescente dans le cours que j'ai observé et il y avait un certain pourcentage d'adolescentes dans les questionnaires. A priori, ce qu'ils en disent, ça pourrait s'appliquer, sauf que dans les faits, il y a très peu de filles. Mais c'est plus, comment dire, un état de fait. Après, je peux pas savoir tant que je l'ai pas vérifié. Donc, je suppose que oui, mais finalement, j'en sais rien. Enfin, j'ai pas pu le vérifier. En tout cas, il y a un décrochage massif de la fréquentation des échecs à 12 ans. Donc, pile à l'adolescence, en fait. Avant 12 ans, il y a à peu près entre 20 et 25% de joueuses, en France, hein, en tout cas, dans les licenciés. Et alors, quand on arrive à... Là, c'est même assez impressionnant. Hein. Enfin, les chiffres, ils sont hyper éloquents. Et je crois qu'on arrive à 6% à 12 ans, ou 12%, je n'arrive plus à lire. Non, 6%. Et ensuite, c'est 3, et on arrive même à 0,84% à 18 ans. Enfin, il y a quand même un décrochage à 12 ans, donc l'entrée en 6e, l'entrée dans l'adolescence, et les filles s'en vont des échecs. Et ça vaudrait le coup de se poser la question pourquoi. Et là, j'ai pas de réponse, ça ce serait l'objet d'une prochaine recherche. C'est un peu ma question pour la suite. Sans en faire une recherche là, exhaustive là, dans les prochaines minutes, là, sans faire un autre mémoire en quelques minutes, avez-vous une raison? Je m'adresse à vous deux, là, avez-vous une raison que vous pensez qui est en cause du décrochage des femmes aux échecs? Moi, j'ai subodoré que les gars étaient plus capables de, je sais pas si les termes vont être bien choisis, mais de faire leur psychopathe à faire une matière, une discipline un petit peu à tout va, et que les filles, peut-être elles avaient besoin de s'ouvrir et de s'intéresser à plus de choses. Moi, j'ai plusieurs pistes de réponses, alors je sais pas si c'est les bonnes. Hein. Je pense qu'il y a un peu déjà la dimension historique, les échecs. Quand même, c'est un jeu millénaire. Au Moyen-Âge, ça faisait partie de l'éducation des chevaliers. Donc, c'est pas des chevalières. Et des jeunes nobles, beaucoup des hommes. Quand c'était l'époque du café de la Régence, c'est pareil. C'était dans les cafés, qui c'est qui y allait? C'était les hommes. Siècle, c'était beaucoup de vieux militaires à la retraite, en fait, qui jouaient aux échecs. Donc là, encore des hommes. En tout cas, il y a cette dimension un peu historique. Après, il y a aussi, et là, ça va rejoindre ce que dit Vincent, la question des stéréotypes de genre, c'est-à-dire que les filles vont peut-être aller moins spontanément vers un jeu qui est réputé mathématique, etc., comme elles vont moins vers les filières mathématiques, pas parce qu'elles sont moins bonnes ou qu'il y a des différences cognitives, mais parce que voilà, c'est des stéréotypes intégrés finalement. Et puis l'autre chose, et là, je pense que c'est plus un truc qui moi m'énerve, c'est comment c'est fait au niveau du monde des échecs, d'imaginer qu'il y a deux catégories, une catégorie mixte et une catégorie féminine. Ça, je trouve ça juste aberrant, et je pense que ça maintient les filles en fait dans un niveau déjà inférieur. Du coup, c'est moins intéressant. Je suis ça aussi, ouais. Et donc elles s'en vont, et je trouve que la discrimination positive, ok, mais ça sous-entend que du coup, il y a un besoin de compensation. Donc, pour faire court, ça veut dire que les filles sont quand même un peu plus bêtes. Du coup, elles pourraient pas être au même niveau que les autres. Donc, pour être grand maître, on va dire qu'il faut moins d'élo quand même. Et puis, pour être sûr qu'elles aient un prix, on va leur faire une petite catégorie pour elles. Enfin, non, mais il y a un truc, je comprends pas en fait. Enfin, pour moi, ça, c'est aussi une des raisons, je pense, pour lesquelles il y a moins de filles. Parce qu'à un moment, à force de finalement d'exclure et de mettre à côté, les gens s'en vont. Enfin, pour moi, soit c'est mixte, soit c'est masculin-féminin, mais à un moment, c'est pas mixte féminin. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, c'est très curieux, notamment que quand on a des championnats régionaux, on se rend compte que en fait on fait mixte parce que c'est aussi la réalité. Il y a pas assez de filles à un moment qui vont jouer les unes contre les autres, donc on intègre tout le monde et tout se passe très bien. C'est un problème apparemment, un problème que les dirigeants peuvent avoir, j'imagine, c'est-à-dire que s'ils déclarent que tout est mixte, il y a une partie de la population qui est pas forcément pour, et du coup ils font pas ce choix. Ce qu'ils m'ont dit en tout cas personnellement, c'est que c'était une très bonne idée, mais qu'il fallait du temps. Et au début j'étais d'accord, mais après je me dis, si c'est une bonne idée, pourquoi faut-il autant de temps? C'est curieux. Effectivement, j'ai eu en entrevue la femme de Hikaru Nakamura quelques minutes à Toussaint pour Keshian.
qui elle est en faveur de ça, parce que les femmes peuvent jouer dans le mix si elles veulent, et si elles veulent se retrouver entre filles également, ben elles vont pouvoir le faire, parce que des fois les femmes aiment ça se retrouver entre elles, les hommes des fois aiment ça se retrouver entre eux également. Est-ce que c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense, ce débat-là? Parce que moi, pour de vrai, j'ai parlé à plusieurs personnes, puis j'ai aucune idée où est-ce que je me situe par rapport à ce débat-là. L'égalité homme-femme, c'est clair. OK, on s'entend sur un jeu d'échecs, c'est pas il y a pas d'enjeu physique. Donc t'es pas meilleur parce que t'es un homme ou c'est une femme, ça c'est clair. Mais le fait qu'une grand maître féminin faut que t'ailles un îlot moins élevé, que c'est significativement moins élevé parce que tu deviens grand maître féminin, puis après ça tu peux devenir maître international et après ça grand maître. Donc grand maître, il y a plusieurs notions qui sont comme ouf. Ça laisse c'est très douteux, mais d'un autre côté, est-ce que ça peut être également une initiative de la part de la FIDE, une initiative pour pouvoir inclure tout le monde, mais qui provient d'une maladresse qui est très conservatrice là? Bah, pour moi, la réponse, elle est simple. Ça veut dire que là, il n'y a pas une seule femme dans le top 100, qu'il y a très peu de joueuses d'échecs proportionnellement aux joueurs d'échecs, donc c'est que cette stratégie de mixité, elle marche pas. Enfin, voilà. Et que les filles ont finalement un moins fort niveau. Et de fait, si on considère qu'il y a, on va dire, allez, 15%, en gros, tous âges confondus, des joueurs qui sont des joueuses, si on les fait jouer qu'entre elles, elles vont rencontrer que 15% des joueurs. Donc, elles vont pas pouvoir progresser de la même façon. Enfin, pour moi, ça semble juste de la logique. Et du coup, par contre, si à un moment, il n'y a plus qu'une seule catégorie mixte, oui, pendant un temps, les différences, elles vont continuer à se voir, en fait. Parce que les filles, il y en aura toujours moins, etc. Et que les niveaux, là, enfin, elles vont pas devenir hyper fortes juste parce qu'elles jouent contre des gars en 2 secondes. Ça va prendre des années, sauf que, à un moment, si jamais on est effectivement tous d'accord sur le fait que les capacités féminines aux échecs sont identiques cognitivement à celles des garçons, bah, si on fait ça, à un moment, l'équilibre, il va arriver. Mais là, en maintenant cette différence, en fait, ça l'empêche d'arriver. Et ça fait un moment quand même qu'il y a ces deux catégories. Et ça fonctionne pas. Donc, en tout cas, je sais pas si on peut dire que l'autre fonctionnerait, mais celle-là ne fonctionne pas. Et même, moi, je trouve qu'il y a même un côté choquant de se dire que un môme de 5-6 ans, il peut aller affronter un papy qui a joué aux échecs pendant toute sa vie, et là, ça va. Et par contre, une fille qui va aller affronter un garçon, ça va moins, quoi. Bah, je sais pas. Ouais, puis concrètement, il y a autre chose. C'est-à-dire que dans les championnats nationaux que nous, on pratique, on a souvent la règle à un moment, donc quand on est dans une division assez importante, d'avoir une féminine. Et bah, la joueuse d'échecs devient d'ailleurs la féminine, et comme son niveau est pas forcément hyper élevé, bah, elle reste à l'échiquier féminin. Et encore une fois, elle va rencontrer possiblement une autre fille, et ça continue, quoi. Du coup, ça met quand même certaines barrières de progression possibles, notamment que on a moins d'espoir dans le fait que la fille puisse devenir à un niveau conséquent et élevé, je pense. Non, c'est un débat qui comporte énormément d'enjeux, là, ne serait-ce que politique, parce que les places, les pays où ce qui domine aux échecs pour l'instant, on parle de l'Inde, on parle de la Chine. C'est des pays où ce que le modèle patriarcal est très, 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 très présent. Et historiquement, ça fait pas très longtemps au Québec, Québec en France aussi, la société a évolué. Les femmes travaillent, les hommes travaillent, on est au même pied d'égalité. Il y a beaucoup de travail à faire encore. On n'est pas au pied d'égalité idéal encore. Mais ça fait quand même pas longtemps que les pays qui sont plus pro-sociaux ont progressé dans leur mentalité. Donc, il en reste encore beaucoup où ce que la mentalité est encore très... qui peut frôler ou dépasser même largement la misogynie. Mais quand tu as des pays qui dominent quelque chose et que ces pays-là, politiquement, ont une mentalité qui est très en retard sur ce qu'elle devrait être, là, je parle vraiment de nature générale, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Là,
quand un pays est dominant dans quelque chose et que ce pays-là n'a pas nécessairement les valeurs pro-sociales, les mêmes valeurs que nous, ben, ça met d'avant-plan une mauvaise... ça peut imposer des préjudices d'emblée quand tu pratiques ce sport-là. Oui. Mais les règles, encore une fois, et les catégories, de toute façon, elles imposent ça, en fait. En tout cas, c'est pas expliqué clairement, mais moi, quand je vois ça, le sous-titre énorme, en gros, en dessous, qui clignote, c'est les filles sont moins fortes. Enfin, ça veut dire ça. Donc, elles ont besoin qu'on compense leur handicap, vu que c'est des filles. Voilà. J'entends ça. Après, c'est peut-être mon prisme, voilà. Mais il y a eu, dernièrement, je lisais un article, je sais plus si c'était dans Le Monde ou le coup. Bon, bref. Il y a eu aussi une nouvelle règle sur la question des personnes transgenres. Et je trouve, sans parler des transgenres, que cette nouvelle règle, elle montre encore la stigmatisation des filles. Parce qu'en fait, quand on est une personne transgenre qui devient un homme, ok? Et ben là, on a le droit de concourir en mixte et avec les hommes, ça pose pas de problème. En revanche, quand on est un homme qui transitionne en fille, on n'a pas le droit d'aller dans la catégorie féminine parce que comme on était un homme avant, on a toujours notre cerveau d'homme et donc on est meilleur et on va écraser ces pauvres filles de la catégorie féminine. Bon, je suis un peu énervée, mais je trouve que ça relève de ça en fait. Enfin, il y a un côté quand même où vraiment les filles, elles peuvent pas quoi. Enfin, pauvre de vous. Alors je dis ça, je peux pas, moi je sais pas jouer aux échecs, donc je milite pas pour ça, mais je me dis qu'en tout cas, tant que ça reste instauré, je vois difficilement comment ça pourrait s'améliorer. Voilà. Effectivement, donc en enlevant le facteur binaire des échecs, on règle toutes ces problématiques-là dans le fond. Je sais pas si on les règle toutes, et je pense que ça va pas se régler tout de suite, mais en tout cas pour moi, en restant comme ça peut pas se régler. C'est juste ça. Et probablement que ça prendra des dizaines d'années, enfin peut-être une génération pour qu'il y ait un peu plus d'égalité. Mais je pense que si on reste juste avec de la discrimination positive, comme c'est le cas maintenant, ça peut pas fonctionner. Alors après, ça n'engage que moi, ces propos-là. Ça mériterait de se pencher de façon plus scientifique sur le sujet. Là, j'avoue que c'est moi, ma représentation des choses là-dessus. Je dis pas du tout que c'est une vérité. Le jour où j'ai expliqué notre mode de fonctionnement à un de mes élèves, il m'a regardé, il m'a dit « Mais vous êtes archaïque dans votre discipline ?» J'ai dit « Bon, force de le constater. » C'est sûr que c'est archaïque. Là. Quand la dernière version du jeu est sortie dans les années 1600, c'est sûr que on parle pas de modernité, là. Même toi, il y a des choses, je sais, qui te dérangeaient sur la place des filles. Oui, bien sûr. Mais moi, de toute façon, je suis tout ce que tu dis. Je trouve ça curieux. T'es un peu militant féministe, quand même, Vincent. Ouais, à mes heures. Alors, moi, j'ai fait un truc, c'est que j'ai posé la question aux filles, aux femmes. Alors, ça m'a un peu perturbé parce que j'ai eu plein de réponses différentes les unes les autres. Mais en fait, c'est logique parce que je pense pas toute la même chose, mais voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est intéressant. C'est un petit peu dur de les mettre c'est un peu de côté quand même, un peu. Et après, c'est vrai que celles qui continuent la discipline, il vaut mieux qu'elles aient un rapport avec les hommes plutôt cool, et puis pas forcément avoir beaucoup de copines parce que il en reste que peu quoi au final. Et puis elles sont un petit peu dans leur par exemple, si elles arrivent vers les 2002, 2300, bravo, c'est super. Oui, on peut toujours faire mieux, quoi. En tout cas, tu t'étais posé la question parce que tu as été leur poser à plein de filles. Ouais. Mais il s'avérait que j'ai été pendant un an directeur des féminines de Normandie. Bon, c'était un moment où il y avait cette grande question de la mixité ou pas, et deux mamans qui étaient en conflit assez fort, très ouvert. Et du coup après, je me suis dit que c'était pas mon monde, mais ok, oui, je suis assez sensible à ça. Ouais. On parle facilement. Ouais. Belle parenthèse sur le débat, par exemple. J'ai beaucoup aimé la parenthèse et le débat. Pour revenir à ton étude. Ah oui. Alors, les démarches suivantes. Là, vous avez rencontré les adolescents. Vous avez distribué des questionnaires. Vous avez établi votre hypothèse. Ensuite, ça a été quoi la démarche dans le processus? Ensuite, il a fallu analyser tout ça. Donc ça, c'est ce qui prend pas mal de temps.
Donc quand j'ai observé les cours, je pense que j'ai à peu près écrit tout ce que j'entendais, des impressions, je sais pas, j'ai dû avoir une 30aine de pages comme ça de notes en vrac à analyser. Pour les entretiens, je sais pas, j'ai quasiment peut-être je sais pas, 200 pages peut-être, un peu moins, ouais. Non, 150 d'entretiens à analyser, et puis les questionnaires là j'en avais moins. Donc après, bah voilà, il a fallu. Alors moi, ce que je préfère, c'est les analyses par thème. Enfin, du coup, ce que je préfère, c'est quand même l'observation et les entretiens. Les questionnaires, c'est intéressant, mais c'est des chiffres et j'avoue que c'est pas ce qui me parle le plus. Pour autant, les questionnaires, ils ont dit qu'effectivement, quand on est un adolescent qui joue aux échecs, et là, il y avait des adolescentes dedans, notre sentiment d'efficacité personnelle, il est fort. Le maximum qu'on peut avoir, c'est 6. Ça va de 1 à 6. Et là, c'était tout le temps au-dessus de 4 et particulièrement fort en réflexion. Voilà. Et même dans le fait de prendre en compte l'autre et de s'y adapter, on était au-dessus de 4. De se concentrer, on est au-dessus de 4 tout le temps. Et puis après, je vais juste allumer. Et après, pour les entretiens et l'observation, là, c'était plutôt pour venir vérifier ce qui était du côté de l'affection et de l'émotion et de l'intérêt propre. Et donc, ce que j'ai pu observer, c'est au niveau de l'intérêt propre, donc du sentiment que ça a de la valeur. Le sentiment d'appartenance à la communauté échiquienne, il est vraiment très présent. Qu'ils identifient bien chacun des rites, le langage, ils arrivent à repérer cet implicite entre eux. Il y en a même qui disent qu'ils peuvent repérer des joueurs d'échecs dans la rue. Bon là, je pense que c'est un peu... Il y en a un qui dit ça. À la façon dont il regarde les choses. Ouais. Oui, ça frôle largement la métaphysique. Là, c'était un peu abusé. Mais les autres, en tout cas, voilà, ils se reconnaissent dans cette communauté. Ce qui était aussi curieux, c'est qu'ils sont tous capables de citer des grands joueurs et de donner des caractéristiques de leur style et de dire pourquoi ils aiment bien. Alors lui, j'aime bien, je sais pas moi, là je vais dire n'importe quoi parce que je sais pas. Et le sens positionnel, voilà, je sais pas qui, voilà, c'est ça. Oui, et c'est marrant aussi l'admiration qu'ils ont pour leur entraîneur. Ça c'était. Il y avait ce côté-là. Il y avait une question, c'était qui c'est les joueurs que tu admires? Benjamin, mon entraîneur. C'est normal que ton entraîneur fait partie explicitement de ta progression. Là. C'est très intrinsèque par rapport à ta passion. Et quand quelqu'un est lié aussi fort à une progression par rapport à ta passion, mais c'est normal que cette personne-là soit autant significative pour toi. Là. Oui, mais là, ce qui était drôle, c'est qu'il le classe dans les... Alors, il est très fort, hein, il est maître. Mais vraiment, il était dans les top joueurs, quoi, dans leur tête. C'était... Donc, il y avait ça pour l'intérêt propre. Et puis, il y avait aussi... l'importance qu'ils accordent à la pratique des échecs. Et ça m'a pas mal surpris aussi. Parce que les ados, on les imagine passer leur temps sur leur téléphone. En tout cas, moi, ceux que je connais et les miens. Et du coup, eux, en fait, ils expliquent que finalement, alors il y a les cours, mais les cours, ça suffit pas. Parce que quand on joue aux échecs, on peut pas se contenter des cours. Donc finalement, on va, alors pas mal sur ordinateur aussi, mais s'entraîner, faire des parties. Donc ils sont beaucoup à jouer sur Chess.com ou Lichess. Ils jouent aussi en dehors, avec leurs amis. Ils jouent très souvent dans leur collège ou dans leur lycée. Donc pendant les pauses, il y en a même qui ont créé des clubs d'échecs. En tout cas, ils jouent à ces moments-là. Et puis, ils lisent des livres d'échecs. Ce qui est aussi un peu singulier pour des adolescents. Donc, ils se farcissent des ouvrages ça doit être de la stratégie, c'est ça? Oui, un peu les deux. Ils font des exercices, ils ont leur truc. Tous les jours, par exemple, ils vont se faire une demi-heure d'exercice de Woodpecker, là, les exercices. Ça, c'est tactique, c'est ça? Oui, bien joué. La célèbre Woodpecker méthode qui est parfaite. Voilà. C'est exactement, ça fait un beau lien parce on enregistre le 13 septembre et cet épisode-là risque de passer vers la mi-octobre. Mais justement, dans le dernier épisode que j'ai enregistré ce matin, j'en ai parlé beaucoup de la méthode... pas beaucoup, mais j'en ai parlé de la méthode Woodpecker. Alors, ça fait un beau lien entre les deux épisodes.
Mais moi, il y a un truc marrant avec ça parce que j'avais un élève qui commençait les échecs, on va dire, à la cinquantaine et d'expérience, je lui dis, toi, ton souci, ça risque d'être un peu la tactique parce que quand on commence tard, souvent on fait pas mal de fautes tactiques. Et il m'a demandé, question fatale, mais comment je fais pour améliorer ça? J'ai dit, très bonne question. Et quand j'ai vu l'ouvrage, il répond facilement à la question. C'est-à-dire que cette méthode de répétition, elle est certainement une bonne idée. Ça va cristalliser tes connaissances rapidement. Ouais, c'est possible. Et surtout, effectivement, la répétition, quand on est adulte, on a moins l'habitude possiblement de la faire également. Et je pense que c'est une bonne démarche. Puis là, suite aux résultats que vous avez traités, que vous avez obtenus, que vous avez recherchés, quelle a été la réponse à votre question initiale? Alors, a priori, mes hypothèses sont validées, mais du coup, ma réponse que j'ai choisie, c'est de dire que la pratique des échecs par des adolescents, garçons, semble favoriser la constitution et l'établissement d'axes de résonance, en fait. Je voulais quand même un petit peu nuancer. Et du coup, voilà, en se demandant où sont les filles, finalement, dans cette histoire, à la fin. C'est quand même toute qu'une aventure et tout qu'un projet que vous avez eu. Quelle a été la raison de vouloir approfondir pas approfondir vos connaissances, mais de démarrer cette recherche-là? Qu'est-ce qui vous a suscité à faire cette recherche-là? Quand mon fils il a commencé les échecs il y a à peu près 1 an et demi, à un moment il a eu une phrase, il m'a dit « les échecs c'est ma vie ». Et là, cette phrase-là, je me suis dit « ah bon ?» Enfin, les échecs, ça peut être la vie, mais qu'est-ce que ça peut être ce jeu qui peut susciter ce genre de réflexion, en fait? Et je voulais aller au-delà de son cas à lui, en fait, et voir si vraiment, ce jeu-là, il avait quelque chose de spécifique qui pouvait être suffisamment important pour qu'on dise « les échecs, c'est ma vie ». Et finalement, dans ce qu'ont dit tous les adolescents que j'ai interviewés, il y a ce côté-là. Les échecs, c'est ma vie. Et il n'y en a aucun qui s'imagine arrêter. Et même au-delà de ça, ils imaginent tous que sans échecs, ce serait douloureux. Enfin, il y a quelque chose de... vraiment, ça fait partie de leur vie et ils en ont besoin des échecs. Enfin, oui, il y a ce côté-là, finalement, les échecs, c'est leur vie, quoi. Et en fait, c'est simplement ça. Après, j'aime bien les ados, donc je me suis dit, allez, super, j'y vais. Et puis, j'aime bien chercher des choses auxquelles je ne connais rien, donc voilà. Mais l'idée de départ, c'était ça. La question, est-ce que vous pensez approfondir vos recherches avec l'avenue doctorale? J'y pense. En fait, je suis en train de réfléchir à ça. Vincent, il me pousse un peu. Il essaye de me trouver des contacts. Mais après, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, à un moment, il faudrait que je la finance, ma thèse. Et là... Il faut trouver des gens intéressés par le sujet. Voilà. Et le sujet est très intéressant, mais il n'est pas sûr que ça rapporte énormément, mis à part essayer de comprendre. Oui, c'est ça. Donc voilà, je fais un appel au mécénat si quelqu'un est super intéressé. Donc oui, j'y pense en fait à ça. Maintenant, pour l'instant, j'ai pas encore. L'idée te déplairait pas. Non, ça me déplairait pas. Et puis ma directrice de mémoire est d'accord pour me suivre en thèse. Elle trouve le sujet intéressant. J'ai l'école doctorale, mais après, je veux pas le faire sans être financée. Il faut que je mange quand même à un moment. C'est normal. Moi, je vais poser une question sur le système d'éducation en France. Moi, j'ai pas d'études universitaires, mais pour quelle raison il faut financer la thèse? Parce que quand on fait une thèse, alors ça dure au minimum 3 ans, on va dire 3 ans, mais que le temps que ça prend, c'est un temps conséquent, donc on peut pas travailler en même temps. Et du coup, c'est pas tellement le coût de la recherche, c'est juste le coût de la vie du chercheur. C'est avoir un salaire comme simplement pour vivre en fait. C'est pas nécessairement les frais de scolarité ou. Pas du tout. C'est vraiment c'est juste d'avoir de quoi vivre comme parce que soit on fait une thèse, soit on travaille. On peut pas faire les deux en même temps en fait, c'est pas possible. Ou alors moi je peux pas en tout cas.
faut 4 vies et des journées. Mais disons qu'il y a des domaines où, par exemple, si on fait des recherches en statistiques, ça intéresse énormément de gens pour plein de domaines. Mais là, dans des domaines assez particuliers comme celui-là, bah, intéressant, mais ouais, il faut que quelqu'un finance. L'État, ça ne permet pas de tout financer, quoi. Non, et puis tu as raison, c'est-à-dire que dans les sciences dures, entre guillemets, c'est-à-dire physique, maths, etc., il y a toujours des entreprises qui vont être intéressées parce C'est que ça. forcément, enfin, je veux dire, par exemple, Total, Oui, c'est et utilisable. bah, eux, ils vont aller financer beaucoup de thèses en physique parce que ça va les intéresser. Là, enfin, les thèses en sciences humaines, enfin, ça intéresse pas grand monde, c'est pas rentable. Donc, c'est vraiment l'aspect pécunier qui vient changer la donne pour la voie du doctorat, là. Ouais, Oui. malheureusement, Oui. ouais, c'est la réalité. Pourtant, on pourrait tellement bénéficier des sciences de l'éducation, là, ça n'a aucun sens parce que ce qui était vrai, il y a 20 ans, ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. On est dans une société qui évolue là, à vitesse grand V. Là, c'est absolument incroyable. Oui, ça va tout le temps très vite, mais vraiment, de plus en plus vite. En tout cas, le jeu d'échecs, il commence à avoir une place qui se crée petit à petit tout de même, parce qu'on remarque tout de même les bénéfices que ça peut apporter aux élèves, en fait. Oui, il y a même des plans dans les écoles où ils essayent de développer ça, et effectivement, il y a quelque chose de très porteur pour des élèves, même pour des élèves en difficulté, en fait, ça les aide à prendre confiance en eux. Puis il y a un côté ludique de la matière qu'on peut pas retrouver dans des matières classiques, en fait. Oui, et puis il y a un côté, tout à l'heure vous parliez de Freud, il y a plusieurs psychanalystes et psychologues qui utilisent le jeu d'échecs avec des adolescents comme support en fait, à la thérapie. Par exemple en détention avec des adolescents détenus, c'est un truc qui marche super bien, le jeu d'échecs. J'ai un ami qui fait ça, ouais, et tout le monde est ravi de ça. Ouais. Il y a plein d'usages Les échecs possibles. ont la capacité de devenir là, obsessionnel. Là. Donc, si tu t'occupes ton temps avec cette activité-là, ben c'est sûr que proportionnellement, tu vas faire moins de choses négatives ou moins pro-sociales là, dans ton quotidien. Là. Donc, c'est sûr que ça peut en bénéficier. Là. Combien de fois qu'on a entendu des histoires où il y avait des jeunes qui étaient dans la rue, qui vivaient dans des quartiers difficiles, que le sport ou une activité ou un hobby les a sortis de ce monde-là, puis qui ont démontré une résilience incroyable. C'est pour ça que j'encourage les gens vers les échecs. Ça a juste des effets positifs. Pratiquement juste des effets positifs, parce que des fois, c'est une maîtresse qui est bien cruelle, les échecs. Là, tu penses que tu fais une partie, tu gagnes tout le long et après, tu gaspilles ta partie en un coup et tu viens de les 45 dernières minutes que tu as investies sur ton hobby, tu viens de les mettre au vidange avec un coup très douteux. Ah, bah, ça aurait pu éviter dans n'importe quelle autre journée de la vie. Là. C'est la loi du sport, on va dire. Mais c'est ça fait monter hyper haut et redescendre très très bas. Mais du coup, c'est important en fait de vivre des émotions et on le fait pas tout le temps et de moins en moins. Et là, t'as pas le choix. Quand tu joues une partie, et ça me fait penser pour les adolescents là, ce que vous dites, le chess boxing. J'ai découvert ça cette année, c'est juste incroyable ça. C'est vrai que j'étais pas mal en relation avec eux, je les avais accompagnés au championnat du monde. J'ai un ami qui est double champion du monde, Jules Aloïs Julien. Et c'est vrai que là, c'est encore un autre monde. Alors ce que j'ai trouvé parfait, c'est l'échange entre le monde de la boxe, enfin parce qu'il y en a qui viennent du monde de la boxe et d'autres du monde des échecs. Et les échanges qu'ils avaient entre eux étaient vraiment intéressants. Ouais, là c'est vraiment une très bonne alliance et il n'y a aucune agressivité parce que l'agressivité, elle est bien présente mais sur le ring. Donc après sortie de ça, c'est une très bonne discipline en tout cas. Oui. C'est partie aussi de l'instruction de base de tous les arts martiaux, là, que les arts martiaux, c'est super sain, c'est bénéfique, c'est des disciplines qui sont très, très sains là, pour le corps et l'esprit, mais les entraîneurs leur disent que je vous voie utiliser ça sur vos pairs, que vous vous battez, que vous utilisez ça pour de la violence. C'est pas de la violence des arts martiaux, là. Même si ça peut être très violent sur le ring, mais c'est une discipline, il y a des règles, ça sert à canaliser. Il y en a beaucoup qui ça canalise leur violence qu'ils ont et que ça les redirige vers quelque chose de sain, là.
Ah ben clairement. Ouais, rien à dire, ouais. Et les échecs, ça fait ça aussi. Enfin, ça sublime les pulsions. Clairement, ça les détourne vers un but socialement accepté. Hein. On se combat sur l'échiquier. Enfin, c'est quand même le but, c'est quand même de tuer l'autre, hein. Enfin, ou de le capturer. Oui, il y a même des personnalités qui se découvrent parce que quelqu'un de très timide peut être très agressif sur l'échiquier. C'est intéressant de voir ça. Oui, il y a ce côté killer là, c'est Maxime Mechier-Lagrave qui dit ça, qu'il faut être un killer pour jouer aux échecs. Ouais. Mais du coup, en vrai, tu tues personne dans la vie. Hein. Enfin, mais ça permet d'exprimer ton agressivité, donc c'est plutôt pas mal que ça se mette là, sur ce petit carré de 64 cases. Tant mieux, oui, si c'est très agressif sur l'échiquier et qu'après tout se passe bien. C'est ce qu'on cherche. Un jour, j'aimerais ça un jour avoir la chance de parler à Monsieur Vachier-Lagrave. Là. J'aimerais ça apprendre à le connaître, voir comment il est dans la vraie vie, parce que quand on croise des grands maîtres ou qu'on regarde leur partie sur Internet, ben on voit juste leur partie. On n'a pas la chance de côtoyer, pas leur quotidien, mais on n'a pas la chance de les côtoyer comme ils sont vraiment. Alors, moi, Monsieur Lagrave, je vous en fais la demande. J'aimerais vous rencontrer un jour. Je lance dans l'univers. J'espère que ça va, que les messages vont aller dans la bonne direction. Avez-vous un mot de la fin pour conclure, que ce soit votre étude, que ça peut être en rapport avec Nightclubber? Avez-vous un mot de la fin en terminant? Moi, en tout cas, ce que j'en ai retenu, c'est que justement, ce que je voulais voir du côté de la résonance et de quelque chose d'un échange, j'ai vraiment ressenti aussi de mon côté, même sans jouer aux échecs, mais à aller côtoyer ce milieu par l'intermédiaire de Vincent, j'ai trouvé que c'était un milieu hyper accueillant. Même si je suis une fille et même si je joue pas aux échecs, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même ce côté justement où bienvenue en fait, et c'est hyper plaisant. Enfin voilà, moi c'est un milieu que j'ai trouvé assez fascinant finalement. Oui, en général les gens sont assez plaisants après avoir participé, et même si ça dure une compétition une semaine, tout le monde apprend à se connaître, et en général c'est assez ouvert et pas agressif du tout au final, parce que on est là devant un échiquier et ensuite tout se passe parfait, et il y a beaucoup d'échanges. Et dans les projets qu'on est en train de monter, on peut voir ça, hein, que vraiment là c'est intéressant via un biais où il n'y a pas de discussion particulière à aborder, mis à part les échecs pour ceux qui ont envie. Ça peut ouvrir des communications beaucoup plus détendues, et c'est intéressant. Et juste parce que ça, j'y pense depuis tout à l'heure, puis elle m'échappe tout le temps. L'idée, c'est sur la communication, la question des analyses après les parties. Ça, c'est quelque chose qui n'existe dans aucun autre jeu. Enfin, il n'y a pas deux équipes de foot où à la fin du match, ils vont aller se voir et puis ils vont se recommenter le match tranquillement pour voir où ils pourraient s'améliorer. Il y en a d'autres qui font pour eux. Vraiment, ça peut paraître largement saugrenu que, OK, bon, on a fini une partie et après ça, on s'assoit et on en discute. C'est vrai que j'avais jamais vraiment pris cet exemple-là dans un autre cadre que les échecs. C'est un concept qui est assez intéressant. Parce que c'est unique aux échecs. Et ça, c'est vraiment là où on a la question de l'adversaire et du partenaire. Ça veut dire que la personne contre qui on a été opposé, et ben juste après, on est en capacité de changer sa conception de l'autre et son rapport à l'autre. On en fait un partenaire et on va finalement progresser chacun en apprenant l'un de l'autre. Il y a quand même quelque chose de... je trouve de très positif et de très... Ça donne un peu d'espoir pour les relations humaines si on arrive à faire ça en fait. Quand même, on se dit que tout est pas fichu. Je trouve que cette analyse après les parties, oui, elle est porteuse d'espoir. Enfin, ça réconcilie un peu avec les capacités de communication de l'être humain. Absolument. Alors, au nom de l'intermédiaire podcast d'échecs, j'aimerais vous remercier d'avoir pris généreusement de votre temps pour venir me parler de votre projet. Je tiens aussi personnellement à vous féliciter les deux de votre initiative, que ce soit de contribuer au monde des échecs dans les bars ou de votre maîtrise. Ça peut juste apporter du positif. Félicitations pour vos initiatives. Merci à vous de nous avoir écoutés. Oui, c'est mon premier podcast, intéressant. Ça me fait tellement plaisir. Vous allez être les bienvenus si quand vous voulez, là, il n'y a vraiment aucun problème. Pour les autres, si vous voulez me suivre, mon podcast est disponible sur les plateformes, sur environ 20 plateformes, mais sur toutes les plateformes populaires, il va être là.
Si vous voulez me contacter, me laisser des commentaires, laissez des avis aussi sur Spotify, mettez 5 étoiles si vous en jugez que ça en vaut 5, mettez le nombre d'étoiles que vous jugez. Sur Apple Podcast également. Si vous voulez me poser des questions, vous allez sur ma page Facebook, vous allez pouvoir me suivre. Ma page, c'est l'Intermédiaire Podcast d'échecs. Vous allez pouvoir également visionner ces épisodes-là sur YouTube qui va être en vidéo. Non, si vous voulez me parler via Instagram, vous pouvez suivre ma page. Elle s'appelle l'Intermédiaire Podcast. Vous pouvez me suivre, me poser des questions. J'ai également mon courriel qui est l'intermédiaire podcast @gmail.com. Donc, je vais vous souhaiter une bonne écoute et on se revoit dans un prochain épisode.